Bonjour, aujourd'hui on se voit pour parler de Airbnb et copropriété. Alors j'ai l'honneur de recevoir un avocat spécialisé en la personne de Jérôme Chamard. Donc Airbnb a fait non seulement irruption sur la toile de nos habitudes de réservation, mais a aussi fait irruption dans nos dossiers. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va recevoir vraiment un avocat spécialisé à la fois en copropriété et à la fois en location saisonnière. Merci Jérôme Chamard d'intervenir sur ce sujet ô combien complexe et important pour les investisseurs. Je te laisse te présenter. Merci à toi, Olivier, de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur ce sujet qui, effectivement, a empli nos cabinets d'avocats depuis quelques années maintenant. Je suis avocat au barreau de Paris depuis 2000 et avocat associé au sein de la SCP Bouilleur-Baudouin, qui est un cabinet spécialisé en droit immobilier avec une dominante copropriété. Et il est vrai que les dossiers concernant les locations saisonnières de courte durée qu'on appelle couramment Airbnb, ont fait une entrée fracassante dans nos cabinets depuis quelques années, que ce soit du côté des copropriétaires qui souhaitent se livrer à de la location saisonnière de courte durée ou du côté des copropriétés qui voient d'un assez mauvais œil des investisseurs, effectivement, qui acquièrent des lots de copropriété pour les rentabiliser parfois à outrance et se livrer à de la location saisonnière de courte durée avec les nuisances que cela implique pour les avoisinants, pour les voisins, pour les copropriétaires qui, eux, habitent leur logement. Oui, il y a vraiment une opposition d'intérêt, une opposition de style de vie dans ces sujets-là. Et c'est vrai que moi aussi, en tant que notaire, j'ai croisé des dossiers comme ça où il fallait prendre position. Et c'est vrai qu'on n'est pas toujours à l'aise. C'est non seulement une réglementation complexe, mais c'est une réglementation qui évolue souvent et rapidement. Aujourd'hui, si je suis propriétaire et que je veux louer un appartement en Airbnb, quelle case je dois cocher? Alors tout d'abord, si tu es un copropriétaire qui souhaite louer en Airbnb, je ne peux que te conseiller de prendre conseil auprès d'un juriste, notaire ou avocat, pour qu'il te renseigne, parce que c'est une activité éminemment complexe. Pourquoi c'est complexe? Pour plusieurs raisons. Une que tu as déjà évoquée, c'est l'évolution législative ou réglementaire ces dernières années qui est assez rapide. Une des raisons, effectivement, pour lesquelles je te conseillerais de consulter un notaire ou un avocat ou du moins un juriste, c'est qu'effectivement, c'est un droit qui a beaucoup évolué ces dernières années, notamment du côté du droit de l'urbanisme, avec la faculté pour les communes, notamment les communes de plus de 200 000 habitants, de réglementer les locations de type Airbnb. Et c'est un droit complexe aussi parce que, à l'inverse, le droit de la copropriété n'a pas beaucoup évolué sur le sujet et les règlements de copropriété sont parfois sujets à interprétation. Donc Je confirme. la première chose à regarder quand on veut pratiquer la location saisonnière de courte durée, c'est le règlement de copropriété. Pourquoi le règlement de copropriété? Parce que le règlement de copropriété, c'est d'abord le contrat qui lie les copropriétaires entre eux et qui fixe les règles qui s'appliquent à un immeuble. Et il y a une clause qui est essentielle dans un règlement de copropriété, qui peut s'intituler de différentes manières, soit la clause de destination de l'immeuble, soit la clause comportant les droits et obligations des copropriétaires, et c'est cette clause en réalité qui définit l'usage de l'immeuble dans sa globalité. Donc, vous pouvez avoir un immeuble à destination exclusivement bourgeoise, et dans ce cas, seul un usage d'habitation est autorisé, et vous avez en parallèle des immeubles à usage mixte, habitation et commerce. Pourquoi cela a son importance? Parce que la jurisprudence a évolué sur le sujet des locations saisonnières de courte durée ces dernières années, et on considère qu'à compter du moment où vous offrez votre résidence principale pour plus de 120 nuitées par an, vous vous livrez à une activité commerciale. Par conséquent, si le règlement de copropriété interdit les activités commerciales, vous ne pouvez pas pratiquer
l'allocation saisonnière de courte durée, plus de 120 jours par an. Donc ça, c'est le premier point à regarder, c'est le règlement de copropriété. Le deuxième point, c'est effectivement les règles administratives applicables à la commune. Et là, le régime est encore plus complexe, puisque sur les 3 dernières années, depuis septembre 2019, le régime a subi 4 évolutions législatives ou réglementaires nouvelles. Là, il y a lieu de distinguer, selon que vous mettez en location votre résidence principale, premier cas de figure. Deuxième cas de figure, est-ce que vous mettez en location un local qui est à usage d'habitation mais qui ne constitue pas la résidence principale du loueur, on ne va pas parler de bailleur mais du loueur. Et troisième cas de figure, c'est le cas dans lequel on offre à la location un local qui est à usage autre que l'habitation, donc on peut penser à un local qui serait d'ores et déjà commercial. Il y a un point commun sur ces 3 locaux offerts à la location de courte durée, c'est le régime déclaratif dans les villes de plus de 200 000 habitants. Donc le premier point, c'est de déclarer votre activité à la mairie qui vous donne un numéro d'enregistrement. Et pourquoi ce numéro d'enregistrement est important? Parce que ce numéro d'enregistrement figure sur les annonces de location mises en ligne. Donc, dans les 3 cas de figure, location de la résidence principale, location d'un pied-à-terre ou location d'un local qui serait à usage commercial pour une activité donc de location saisonnière de courte durée. Premier cas de figure, c'est le régime déclaratif. Il faut déclarer cette activité en mairie. Dans tous les cas, quel que soit son mode d'exploitation. D'accord. Dans tous les cas, naturellement, si vous êtes dans une ville d'une certaine importance. D'accord. Ensuite, entre en ligne de compte le régime d'autorisation qui, lui, s'applique dans 2 cas de figure. Si vous mettez en location votre résidence principale plus de 120 nuitées par an parce qu'on passe à une activité commerciale, donc en réalité, pour la commune, le bien perd son usage principal d'habitation pour devenir un local à usage commercial. Et ce régime d'autorisation est également applicable pour toutes les locations de biens à usage d'habitation qui ne constituent pas la résidence principale du loueur. Donc, dès lors que l'on a un local à usage d'habitation qui constitue la résidence principale mais qui va être offert à la location plus de 120 nuitées par an, ou dès lors que l'on a un local qui est un pied-à-terre qui ne constitue pas sa résidence principale et que l'on souhaite louer pour des périodes de courte durée, dès la première nuit, il faut déposer à la mairie un dossier pour obtenir une autorisation de changement d'usage. Et c'est là que les choses se compliquent et que le régime est très complexe. On va parler de Paris parce que c'est ce que je connais le mieux. La ville de Paris, pour vous autoriser à mettre en œuvre, à pratiquer ce changement d'usage, vous impose plusieurs conditions. La première, c'est que vous devez transformer un local qui a un usage autre que l'habitation en local à usage d'habitation. C'est ce qu'on appelle la règle de la compensation. En d'autres termes, vous retirez du marché une certaine surface à usage d'habitation, et bien vous devez restituer une surface au moins équivalente qui était à usage commercial ou industriel et la transformer pour un usage d'habitation. La ville, à Paris, exige que la surface transformée soit de qualité et de surface équivalente et soit située dans le même arrondissement. Mais il y a un secteur de compensation renforcée, il y a même maintenant 2 secteurs de compensation renforcée, c'est les arrondissements centraux et les arrondissements les plus touristiques, où la compensation vous impose non pas de restituer 1 mètre carré pour 1 mètre carré, mais le double de la surface transformée, voire le triple de la surface transformée. Je m'explique. Vous avez, parce que c'est surtout les petites surfaces qui sont offertes à la location de courte durée, vous avez un studio de 20 mètres carrés. Le principe, c'est que vous devez trouver un local commercial de 20 mètres carrés que vous allez affecter à un usage d'habitation. Ça, c'est le régime de base. Dans le secteur renforcé, c'est-à-dire renforcé simple,
vous devez transformer non plus 20 mètres carrés de surface commerciale en surface d'habitation, mais 40 mètres carrés de surface commerciale en surface d'habitation. Et dans le secteur que l'on va nommer ultra renforcé, donc 5e arrondissement, 6e, 7e, 8e, 18e avec Mhm. Montmartre, la surface commerciale réaffectée à de l'habitation ne sera plus de 20 ou 40 mètres carrés, mais de 60 mètres carrés. Donc c'est quelque chose qui peut en réalité coûter assez cher Airbnb aujourd'hui. Ouais, on voit hein, le mètre carré, on appelle ça de la commercialité. C'est ça. Ça peut vraiment coûter une fortune. Et il y a d'ailleurs un marché de la commercialité qui s'est créé sur Paris, notamment pour pouvoir transformer des locaux, réaliser des projets. Donc ça, C'est c'est ça, quand on peut même une acheter de la contrainte. commercialité désormais. Ouais. On peut acheter, ouais, Donc c'est à la fois une contrainte réglementaire et économique très forte hein, en réalité pour les investisseurs. L'idée, encore une fois, je crois que c'est avant l'année Covid, donc en 2019, à Paris, il y avait 60 000 logements offerts à la location de type Airbnb, ce qui signifie par définition qu'il y avait 60 000 logements qui étaient retirés du marché Mm. locatif classique. Donc inutile de dire que dans une zone tendue comme Paris, où la pénurie de logements est criante, bah, Ouais, retirer c'est clair. 60 000 logements supplémentaires, ça n'arrangeait pas les choses et ça n'arrangeait pas non plus le Mm. montant des loyers, notamment pour les petites surfaces. Ouais, ouais, c'est certain, ouais. Ouais, ouais, effectivement. Alors là, quand on parle de changement d'usage, hein, tu m'arrêtes hein, si je me trompe, on parle uniquement de habitation, pas habitation, hein. C'est ça, C'est hein. ça. Donc il faut, pour la réglementation de l'usage, voir si au 1er janvier 70, le local était de l'habitation ou pas de l'habitation. On rentre pas dans les sujets pour savoir si c'est commercial, professionnel ou quoi que ce soit, hein. Pour C'est ça. l'usage, hein. D'accord. Effectivement, ce changement d'usage concerne les locaux à usage d'habitation enregistrés comme tels au 1er janvier 1970 et c'est valable que le logement offert à la location constitue ou non la résidence principale. Et là où tu as Mhm. raison, c'est qu'il y avait jusqu'à présent un régime assez souple, assez permissif concernant l'offre de location courte durée concernant des locaux commerciaux. Mhm. C'est-à-dire que la mairie de Paris imposait non plus un changement d'usage, mais un changement de destination à l'intérieur de destination commerciale. Et le changement de destination s'effectuait assez facilement, c'est-à-dire qu'on devait transformer le local qui était déjà à usage commercial en local à destination d'hébergement hôtelier. Et ça, c'était une simple formalité. La législation a évolué et en décembre 2021, la ville de Paris a modifié, a complété son règlement municipal pour désormais soumettre également à autorisation la transformation d'un local commercial de vente de commerce au détail, par exemple, pour Mhm. l'offrir à la location de courte durée. Et on a vu effectivement ces dernières années à Paris de nombreuses boutiques en pied d'immeuble qui étaient transformées en locaux à usage d'habitation. Et donc depuis décembre 2021, la ville de Paris soumet à autorisation le changement de destination d'un local commercial que l'on veut affecter à un usage de meublé de tourisme. Mhm. Et ça, c'est vrai que ça alourdit quand même la charge administrative d'un dossier parce que ça impose de déposer alors une demande de changement de destination qui n'est pas toujours acquise et acceptée hein, par les services de la ville de Paris, hein. Ça, et effectivement, les motifs qui permettent à la ville de refuser le changement de destination pour transformer son local commercial en meublé Mhm. de tourisme sont assez vagues, puisque je reprends ce que prévoit le décret et le règlement municipal, donc transformé de la ville de Paris. La ville peut, pour s'opposer à ce changement de destination, mettre en avant les principes de mise en œuvre des objectifs de protection de l'environnement urbain et d'équilibre entre emploi, habitat, commerce et services. Donc inutile de dire qu'il est difficile Ouais, d'appréhender très concrètement ouais, ce c'est que sûr. peut recouvrir effectivement cette notion qui est assez vague, qui parle d'environnement urbain, de respect de l'emploi, de la Bien sûr. commercialité, de l'habitat, etc., etc. Ouais, c'est vrai que en fait c'est un phénomène tellement puissant que ça détruisait le tissu commercial de certains quartiers.
même le tissu de locaux d'habitation. Donc la ville, à chaque fois, est obligée de s'adapter pour maintenir un équilibre au niveau de certains quartiers, en fait, hein. Et c'est vrai que effectivement, ça se ressent dans les difficultés concrètes que peuvent rencontrer les investisseurs, ou au moins, s'ils ne sont pas investisseurs, les propriétaires qui souhaitent exploiter un local avec cette plateforme. C'est ça, parce que dans mon cabinet, on rencontre aussi des cas de figure dans lesquels la copropriété, le syndicat des copropriétaires vient nous voir en disant, voilà, malheureusement, on a un copropriétaire qui vient d'investir dans un local commercial et qui pratique du Airbnb et on est gêné à toute heure Mhm. parce que les avions atterrissent et décollent à toute heure. Ouais, Et par ouais. conséquent, les gens qui arrivent, c'est la communauté qu'on appelle la communauté des valises à roulettes. Bien Ouais. évidemment, soit viennent pour faire la fête, soit en tout cas ont assez peu d'égards pour le voisinage et mes copropriétaires, mes occupants sont gênés, que faire? Alors, quand bien même le règlement de copropriété n'interdit pas la location de type Airbnb, il va de soi qu'on n'est pas en droit de créer des nuisances et de gêner ses voisins. Donc, dans ce cas de figure, il est toujours possible de constituer un dossier et de saisir Mhm. le tribunal pour obtenir la condamnation du copropriétaire à cesser son activité commerciale de location saisonnière de courte durée, compte tenu des nuisances que ça génère dans l'immeuble. Et on voit des Donc décisions. c'est d'accord. Donc c'est le droit commun du trouble de voisinage qu'on peut, Exactement. Exactement. d'accord, Et qu'on alors, peut invoquer. Donc, il y a une chose qui est intéressante, c'est que le changement d'usage dont nous parlions tout à l'heure, qui est le respect d'une règle administrative, normalement, c'est l'administration qui a vocation à vérifier que les règles sur le changement d'usage ont bien été respectées et que le dossier, au fin d'être autorisé à changer d'usage, a bien été régularisé, déposé en mairie et que l'autorisation a bien été obtenue. Alors, il y a une décision qui est intervenue qui donne la faculté au syndicat des copropriétaires d'agir devant le juge en mettant en avant le non-respect de cette règle, qui est une règle administrative. ah oui, d'accord. Ah, je savais pas. Donc oui, c'est important. Donc ça donne la tendance quand même est à une pression de plus en plus forte, hein, sur les exploitants de ce genre de Non locaux, que seulement ce les soit. exploitants, mais également les plateformes qui offrent à la location, enfin qui mettent en ligne plus exactement les annonces. Et on a vu ces dernières années que les sanctions fixées par les textes ont été renforcées, c'est-à-dire que le copropriétaire, le propriétaire qui ne respecte pas les règles fixées par la commune s'expose quand même à une amende qui peut aller jusqu'à 50 000 euros par logement offert à la location de manière irrégulière. Par Mhm. ailleurs, le juge peut ordonner la restitution du local à sa vocation première de logement, d'habitation, et ce sous astreinte, et l'astreinte peut correspondre à 1 000 euros par jour et par mètre carré de surface transformée. C'est des sanctions draconiennes. Et les sanctions concernent également désormais les plateformes. La plateforme a une obligation d'information vis-à-vis du propriétaire, doit porter à sa connaissance effectivement les obligations qui sont les siennes, telles qu'elles sont fixées par le règlement municipal. Et si la plateforme n'est pas en mesure de démontrer qu'elle a respecté notamment ses obligations d'information, elle aussi est soumise, sujette à des sanctions, à des amendes qui sont assez conséquentes et qui concernent là encore chaque infraction. Ok, bah, c'est très clair. Donc, si je résume brièvement, euh, un exploitant ou un investisseur doit regarder le règlement de copropriété, doit être vigilant sur les troubles de voisinage que ça peut générer pour les autres occupants, la réglementation sur l'usage et également la réglementation sur la destination au niveau du droit de l'urbanisme. Donc, L'urbanisme ça fait quand même. et veiller à être en possession des derniers textes parce qu'encore une fois, les textes évoluent quasi d'année en année, voire plusieurs fois par an ces dernières années. Ouais, donc il faut vraiment être très rigoureux dans l'analyse des dossiers qu'on fait, Et on effectivement. voit Surtout d'ailleurs quand on investit en métropole. Le sujet est particulièrement sensible à Paris, en tout cas. ouais, et on de voit ce- d'ailleurs ces dernières années que de nombreux logements qui étaient offerts à la location type Airbnb reviennent sur le marché locatif classique parce que le mécanisme de compensation est tellement compliqué et onéreux qu'il est parfois plus simple de se replacer sous le régime de la loi de 89 sur les locations,
sur les locations, les baux Ouais, c'est la d'habitation. tendance ouais, qu'on peut observer, effectivement. Bah écoute, merci Jérôme hein, pour toutes ces infos. Moi, je comprends que le Airbnb n'est vraiment plus l'Eldorado qu'on a pu connaître il y a quelques années. Euh, Quelle est la tendance pour toi de l'évolution de la réglementation? Toujours plus de restrictions? C'est certain qu'il y a de plus en plus de restrictions et encore une fois, il y a de moins en moins de logements, à Paris du moins, offerts à la Mhm. location courte durée. Et je crois que la prochaine étape, ce sera d'essayer de limiter encore plus la possibilité pour un propriétaire de louer sa propre résidence principale, parce qu'on a quand même tendance à considérer que permettre à un copropriétaire de louer au moins 120 nuits par an son logement, ça ne correspond pas forcément à la notion de résidence principale. Effectivement, il est quand même Ouais, assez rare, je ne sais pas en ce qui te concerne, mais moi, je peux te dire que je suis chez c'est vrai. moi plus de 8 mois par an, c'est-à-dire que je n'ai pas 4 mois de vacances Ouais, par an. Donc non. la prochaine, à mon avis, la prochaine évolution risque d'être une réduction du nombre de nuitées qu'un copropriétaire louant sa résidence principale pourra offrir à la location. D'accord, bah écoute, on verra si l'avenir te donne raison, mais je suis sûr que oui. En tout cas, c'est toujours un plaisir, hein, soit de travailler avec toi, soit d'échanger avec toi, Jérôme. Vraiment merci, Eh bien, hein, le plaisir est partagé. Merci à toi. merci pour ton intervention, pour tout le travail que ça demande également. Et puis, bah, je te dis à très bientôt. À Merci. bientôt, Olivier.